الجزائر ما تقبلش الهزيمة، أن الجزائر لن تقبل هزيمة. Le gourou sioniste Gantz attendu cette semaine au Maroc, où il est censé inaugurer une première base de drones sous couverture d'usine, risque-t-il de connaître la pire surprise de sa vie? Pourquoi pas? Le Maroc se soulève contre l'entité sioniste. À l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a appelé les Marocains à descendre dans la rue à travers le Maroc. Et on voit qu'aujourd'hui, l'arrivée du responsable israélien au Maroc provoque effectivement une très grande tollée de protestations. Il y a de grandes manifestations qui se préparent. Et pour empêcher cela, sachant qu'en plus, l'objectif caché, qui n'est pas tellement annoncé, c'est la création d'une base israélienne ou de différents centres israéliens dans le Sahara occidental. Bien sûr, l'Algérie, qui est voisine du Maroc et qui est aussi très fermement, qui soutient très fermement la résistance palestinienne, qui est très fermement opposée à la présence israélienne, mais aussi fermement opposée à toute présence aussi dans le Sahara, qui est aussi son arrière-pays, j'allais dire. Donc, en fait, ça s'inscrit dans un contexte à la fois international, régional, parce que international, vu les pressions américaines, parce que Biden n'a pas reculé sur les agissements de Trump, au contraire, bien qu'il l'ait dénoncé à l'époque, mais là, il continue et confirme toutes ces démarches de normalisation avec Israël. Mais la seule différence, c'est le comment et pas du tout l'objectif. Hein. Mais, et puis, dans un contexte régional, donc dans l'objectif de casser une unité des peuples qui se profile effectivement autour de la résistance palestinienne et qui est dans le soutien de leur combat. Et le fils a suivi le chemin du père. Ils sont dans les sillons de la politique américano-sioniste dans la région et évidemment, ils conduisent leur pays dans ce sens-là. Que la population suive ou pas, eux, ils s'en moquent parce que c'est un État, on va dire, une véritable dictature. On peut pas l'appeler autrement parce qu'on peut toujours essayer de choisir les mots, essayer d'édulcorer les expressions en matière politique pour être un peu plus diplomate, mais en réalité, le Maroc officiel, c'est-à-dire le roi et ses sbires, aussi bien le père que le fils, sont toujours dans les mêmes sillons. Au début, il disait que c'était dans le cadre de la relation avec les Juifs de Maroc, mais en réalité, ce cadre a été dépassé et de loin et depuis très très longtemps, y compris pendant les périodes, si j'ose dire, où les tensions étaient très fortes
entre les pays arabes et l'État sioniste. Aujourd'hui, ce n'est qu'une transformation déclarée de cette relation officielle, puisque aujourd'hui, le Maroc ne s'en cache pas, malgré la résistance d'une partie de la population, parce qu'il y a une partie aussi qui n'ose pas manifester. Ces manifestations ne sont pas récentes, puisque déjà au mois de mai, me semble-t-il, des manifestations ont eu lieu et ont éclaté, mais il n'y a pas eu de suite. Et aujourd'hui, ça recommence à l'occasion d'une visite officielle israélienne au Maroc. Mais les visites des deux côtés se poursuivent, les relations à tous les niveaux existent. Le Maroc ne s'en cache plus. Le Maroc, encore une fois, officiel. De là à dire que le Maroc populaire, le Maroc qui est considéré comme une nation, est toujours d'accord avec le pouvoir, il y a un pas à ne pas franchir. Mais encore une fois, en raison de la brutalité du régime, en raison du caractère policier du régime, il y a une partie de la population qui ne bougera pas. Il y a une partie de la population qui a toujours été en quelque sorte résistante par rapport au régime, mais évidemment bouge. Est-ce qu'on doit placer ce déplacement israélien dans un cadre beaucoup plus global ? Probablement, mais ce déplacement israélien n'est qu'un pas supplémentaire par rapport à ce qui est en train de se tramer dans toute la région. C'est-à-dire on ne peut pas l'extraire ou l'exclure de ce qui se prépare avec les autres pays qui ont d'ores et déjà normalisé avec l'entité sioniste, que vous preniez les Émirats arabes unis, que vous preniez le Bahreïn, que vous preniez d'autres pays qui sont en train de basculer. Alors on parle de la Tunisie, on parle de la Libye, on parle, puisque Haftar, en tout cas le fils Haftar a eu un déplacement en Israël. Vous avez une tentative qui a eu lieu en Irak, puisqu'il y a eu une bande de politiciens qui sont réunis à Erbil pour dire qu'il faudrait maintenant commencer une normalisation avec Israël. Il faut toujours prendre, je dirais, l'ensemble de ce qui se passe dans la région dans l'analyse. Il y a une manifestation des Américains et des sionistes dans la région qui essayent de faire basculer. Pour l'instant, l'axe de la résistance est beaucoup plus fort. Prenez maintenant, il y a des déclarations, y compris au Liban, le pays par excellence de la résistance. On commence à voir des voix que j'appellerais dissidentes, notamment des journalistes qui commencent à dire oui, et pourquoi pas, et pourquoi ne pas considérer que l'Israël comme un voisin tout simplement, et pas comme un ennemi. Et il y a eu des discussions, en tout cas des polémiques à ce sujet-là, notamment un journaliste dont le nom est Rané, mais je ne me rappelle plus de son prénom. Pareil, il y a eu ces tentatives-là. Il y a des leviers qui sont utilisés par les Américains pour voir à quel moment on fait craquer de la résistance. Merci. Aujourd'hui, la guerre est ouverte avec l'axe de la résistance. Et comme sur les grands fronts, les sionistes et les Américains ont échoué, ils essayent de faire basculer les opinions dans certains pays pour dire et pourquoi pas ne pas aller dans le sens de la normalisation parce qu'on revient avec la rengaine, ça sera fructueux pour l'ensemble de la région, les peuples peuvent échanger et par conséquent ça baisserait les tensions et tout le monde y gagne. Mais en réalité non, personne ne peut y gagner à l'exception des sionistes si jamais la voie de la normalisation est empruntée. Regardez voir ce qui se passe aux Émirats arabes unis, regardez voir ce qui se passe au Bahreïn, même regardez voir ce qui se passe en Arabie saoudite. C'est une perte totale de l'autonomie parce que l'Arabie saoudite devient de plus en plus dépendant et des Américains et des sionistes qui les poussent encore de plus en plus et aller de manière officielle dans les bras des Israéliens. Nous sommes aujourd'hui sur un tournant, nous verrons par la suite ce qui va se passer. Je crois que c'est en fait, ça dépasse les premiers pas qui ont été franchis par la Jordanie et l'Égypte à travers les accords Wadi Araba et Camp David.
et qui ont fait aussi que les gouvernements sont complètement isolés aussi par rapport à la population, et aujourd'hui ils reviennent un peu plus vers la Syrie et donc vers un soutien même peut-être du bout des lèvres de la Palestine, de la résistance palestinienne, ou de la Palestine tout simplement parce que en fait ils voient que eux-mêmes sont complètement attaqués et leur peuple, pas seulement leur peuple, mais leur pays, en fait, leur souveraineté est complètement attaquée, en fait, dans ces accords. Par contre, c'est vrai que là, ils vont très vite en besogne, aussi bien aux Émirats arabes unis qu'au Maroc. Ils vont jusqu'à faire des accords de coopération au niveau de la sécurité, de coopération au niveau des renseignements, au niveau des échanges de fichiers. Et là, je crains que le Maroc continue aussi dans ce sens, mais là, la visite, c'est, comme j'avais dit, en fait, c'est pour inaugurer une base donc, dans le Sahara occidental, inaugurer aussi peut-être des fouilles pour le pétrole et le gaz dans cette région, et puis créer une base militaire qui serait une base d'assaut contre l'Algérie. Donc l'Algérie réagit très violemment aussi, très fortement et à juste titre, de même que le peuple marocain. Je pense qu'il va y avoir effectivement des violences et puis des mises en garde et puis des positions très, très fortes dans la région. Peut-être même qu'il y aura des échauffourées militaires et populaires. Et à chaque fois que deux pays arabes se battent entre eux, c'est une charge en moins pour l'entité sioniste. Ça a toujours existé. Hein. Regardez voir ce qui se passe au Yémen avec l'Arabie Saoudite. Regardez voir ce qui se passe avec la Syrie grâce au pétrodollar et la volonté de détruire l'entité syrienne. Regardez voir ce qui se passe en Irak. On a souvent pointé l'aide des Saoudiens, encore une fois, pour la destruction de l'État irakien, ce qui a à un moment donné suscité quelques tensions, et puis ensuite ça s'est calmé, mais en réalité l'Arabie Saoudite continue d'alimenter d'une manière ou d'une autre ce qui se passe en Irak, et notamment les fronts de tension. Regardez voir ce qui se passe en Libye avec les Émirats arabes unis, avec l'Égypte, avec l'ensemble des acteurs arabes. C'est toujours satisfaisant, même si en filigrane ils peuvent intervenir pour l'un ou pour l'autre, mais en réalité les Israéliens sont toujours satisfaits quand il y a ces tensions-là, et en même temps ça détourne du vrai problème, c'est-à-dire le problème palestinien, et en même temps ça évite l'accélération je dirais, de l'agrandissement, sinon l'élargissement de l'axe de la résistance. Parce qu'il y a des peuples dans la région qui sont tentés de rejoindre l'axe de la résistance. Je vois des frémissements, si j'ose dire, en Tunisie, c'est clair, c'est net. Et il y en a également en Égypte, c'est clair, c'est net. Mais à un moment donné, il faut que le basculement ait lieu. Et l'Égypte a failli, à mon sens, basculer à un moment donné, à l'époque où il y a eu Morsi, sauf que lui, il a retourné sa veste, mais l'Égypte, à l'époque, était totalement prêt à rentrer dans l'axe de la résistance. Et Morsi, avec son courrier cher ami au président israélien, ça a évidemment laissé un froid et a montré que finalement, il a utilisé ses relations plutôt agréables avec l'as de la résistance pour accéder au pouvoir. Une fois qu'il a accédé au pouvoir, il a retourné sa veste. Nous sommes dans une phase où beaucoup de pays peuvent basculer d'un côté comme de l'autre, et maintenant tout le monde court après la possibilité de récupérer telle ou telle force, et plus la force est importante, plus l'axe d'un côté ou de l'autre deviendrait plus fort. Aujourd'hui, les Américains essayent d'utiliser leur dernière carte. Nous avons vu ça dans les pays du Golfe, mais ces dernières cartes ont montré leurs limites parce que ce ne sont pas des pays qui peuvent apporter une plus-value à l'axe pro-sioniste, ce sont des pays qui sont plutôt à protéger. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les pays les plus forts se trouvent du côté de l'axe de la résistance, surtout avec
la Syrie et le Liban, et je mettrai le Liban, pardonnez-moi Madame Midani, en première ligne, parce qu'aujourd'hui, il est incontestable que le discours de Saïd Hassan Nasrallah, le dernier discours qui réaffirme la crainte de l'antisionisme par rapport particulièrement au Hezbollah et prend toute son ampleur parce qu'aujourd'hui le Hezbollah n'est plus un simple parti politique au Liban, c'est devenu une puissance régionale qui fait craindre à l'État sioniste un basculement qui peut être particulièrement existentiel, et je dis bien existentiel parce que ce n'est pas l'entrée dans les premières colonies israélienne en territoire occupé qui compterait, mais ce que ça générerait derrière, c'est-à-dire il y aura une exode massive de la part de ceux qui se sont installés, ce qu'on appelle les nouveaux arrivants, qui croyaient avoir une sorte de havre de paix en territoire occupé, puis finalement, ils vont comprendre qu'il n'y a plus de terre sécurisée en Palestine, et à ce moment-là, ça va les pousser indiscutablement à repartir et bien entendu à faire l'exode dans le sens inverse. He